le duel avec François-Xavier Noumon et ses invités que nous remercions d'ailleurs au passage. L'hebdo des éditorialistes s'installe chez vous. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Nous avons, comme tous les dimanches, 3 invités sur ce plateau que je m'en vais vous présenter. Christophe Agon, bonjour, un nouveau visage sur ce plateau. Bonjour Rafiatou Madou, merci beaucoup de m'avoir accepté sur cette émission. Je rappelle que vous êtes le promoteur du quotidien Info Matin. En face de vous, Georges Anagonou, le point focal du CNSR. Bonjour Georges. Bonjour. Et le troisième invité qui est en train de s'installer. Alors nous allons découvrir rapidement le sujet. Christophe Agon, on commence par vous. Oui, nous allons parler de l'impact du foncier dans le développement d'une commune en général et celle d'Abomey-Calavi en particulier. D'accord. Alors, Georges Anagonou, votre sujet de ce matin? Je pense que ce matin, on ne peut pas contourner ça. Il faut parler de la réouverture de la frontière avec le Nigeria. Pour moi, c'est capital dans la vie des populations et dans la vie institutionnelle aussi, dans la vie de l'État. Et il est important de voir ses relations avec ses voisins. Et donc, un voisin comme le Nigeria, ça mérite qu'on revienne là-dessus. Alors, Christophe Agon, on va aller un peu dans le développement de votre sujet. Qu'est-ce qui retient votre attention particulièrement sur le sujet? Oui, vous voyez, le régime en place, quand même, on le félicite par rapport à cette histoire du foncier. Et vous devez quand même comprendre que le foncier, en réalité, est le développement d'une commune. Alors, que je vois par exemple, j'ai la chance, moi, d'être un natif de Calavi. Et j'ai une chance encore que Calavi se retrouve à côté de Cotonou et dans les horizons 2050 que Calavi se retrouve par exemple être la capitale économique du Bénin. Donc à travers cela, Calavi aujourd'hui est une cité dortoir. Et quand moi je vois Calavi, je vois toutes les ambitions du chef de l'État à travers cette ville. Et imaginez du peu que Calavi aujourd'hui regorge l'hôpital de référence, par exemple, que Calavi aujourd'hui regorge assez de population, parce qu'après Cotonou aujourd'hui c'est Calavi qui est une cité dortoir. Donc en réalité à travers ça, quand le chef de l'État est venu la fois passée, il a parlé qu'il a besoin de 15 hectares pour installer le marché international du Bénin. Écoutez du peu, Calavi est une chance, c'est une mine d'or pour le Bénin, et que des individus s'accaparent des terres, vendent comme ils veulent. Vous voyez un peu que c'est aberrant, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, mon journal L'Info Matin a eu ce privilège d'attaquer ce dossier. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes pour le développement. Et à travers cela, dans toutes les autres communes, nous avons remarqué que le cas Calavi a commencé par faire école et on a commencé par auditer au niveau des réserves administratives, ainsi de suite. Donc, en réalité, moi, je suis très content par rapport à cette émission, qu'on puisse édifier et vos éditeurs de Océan FM et les téléspectateurs de i-Télé pour leur dire tout simplement l'impact du foncier dans le développement. Alors, Georges Anagonou, selon vous, quel est donc l'impact du foncier dans le développement de nos communes en général? Non, qu'on puisse étudier l'impact du développement du foncier dans le développement, c'est un fait. D'accord? Parce que la sécurisation des terres, que cela soit de façon individuelle ou sur le plan professionnel, c'est-à-dire pour les entreprises, c'est très important qu'on puisse se trouver dans une situation de sécurisation. Et lorsque ce régime est arrivé, effectivement, il s'était attaqué à ce problème de foncier, et jusqu'à ce qu'on a dit, bon, par exemple, on m'a donné, on dit, allez vous inscrire, le titre foncier, vous pouvez l'avoir beaucoup plus facilement qu'avant. Donc, ça, c'est un fait. Maintenant, si on attaque le dossier spécifiquement de Calavi, moi, je voudrais que des professionnels que nous sommes, qu'on puisse faire attention. C'est un dossier qui est pendant devant la justice et que les gens, ils sont encore innocents. Ils sont encore innocents. Donc, je ne sais pas encore s'ils se sont livrés à des bradages du domaine public. Et pourtant, dès que ce régime s'est installé, effectivement, vous allez voir certains domaines publics qui ont été vendus, qui vous prenez tout le long du marinage jusqu'à l'aéroport. C'était des domaines qui étaient parfois bradés, parfois cédés aux gens avec un symbolique, et le régime avait trouvé que ça fait trop peu sérieux. Ça fait trop peu sérieux parce que ces domaines-là, c'est-à-dire
le long de Marina, c'est notre chic. Ça devait nous coûter très cher. Et que, bon, à des moments donnés, on ait donné ça parfois aux gens gratuitement, ou bien à une maudite somme. Je pense que c'est un péché. C'est un péché qu'on a eu à faire dans le passé, et que nous devons essayer de corriger ça. Maintenant, si dans ça, des gens ont commis des impairs, ils doivent payer pour la société. Parce que, sociologiquement, la terre a une histoire avec la population béninoise. Vous savez, je le disais, dans d'autres pays, on construit des immeubles, des appartements, et les gens achètent. Chez nous, ça n'a pas marché parce qu'on veut dire, je suis propriétaire de tel terrain. C'est très important. Je ne sais pas si on vous le fait déjà, mais quand vous êtes dans une famille, vous commencez par travailler. Quelques temps après, donc, est-ce que tu as déjà acheté ton terrain? Parce qu'on pense que c'est ça qui fait partie de votre être. Donc, quand on est dans un pays comme ça, il faut faire très attention pour aller s'amuser avec le domaine des gens. Je pense que si entre-temps, le dossier évolue et que la justice trouve que les gens ont commis des erreurs, eh bien, ils doivent payer leur dette à la société et surtout à Calavi. Donc, bon, voilà. Alors, pendant que nous y sommes, le troisième invité nous a rejoint. Anoud Demaou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Fraternité. Alors, un mot avant de découvrir votre sujet, un mot sur le sujet de Christophe Agon, sujet au foncier. Le foncier, hein, nous savons tous ce que c'est que le foncier chez nous, c'est que les gens se retrouvent aujourd'hui devant des juridictions, ce n'est pas une première. À Calavi ou ailleurs, vous savez que même sous l'ancien régime, des maires se sont retrouvés devant la justice pour des questions foncières, pour la question liée au foncier. Donc, je dirais donc que on n'a même pas à tourner en rond, on n'a même pas à faire attention par rapport à ces gens-là. Il faut plutôt demander à ce que justice soit faite. Il faut être clair que si certains se sont retrouvés en prison, c'est-à-dire que certains étaient déjà depuis longtemps. Parce qu'il y a plusieurs dossiers, hein. Il faut pas, c'est pas seulement le dossier de 39 hectares, il y a plusieurs dossiers devant le tribunal de Calavi. Si certains étaient déjà là-bas depuis, séjournaient depuis là-bas, depuis longtemps, il faut que ceux qui sont encore en liberté et qui continuent de nous narguer et qui font même des photos sur WhatsApp pour montrer que bon, eux sont quand même en dépit de tout en liberté. Vous avez suivi, je sais que vous suivez mon regard. On a même dit que le procureur a requis 12 mois dans un autre dossier lié au foncier. Et on a vu quand même que l'intéressé fait même des photos sur WhatsApp, parce qu'on a découvert. Il y avait des commentaires pour dire, mais non, actuellement nous sommes à la maison, nous sommes en train de siroter. Quoi que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux pour des gens de certain âge. C'est pas sérieux pour des gens qui ont occupé un certain poste de responsabilité dans ce pays. Dès lors que vous êtes quand même dans une situation, même si on estime que, d'accord, nous parlons de justice, donc il y a a priori la question de la présomption d'innocence. Mais même quand c'est le cas, et vous êtes dans un dossier sérieux, lorsque votre nom est cité, lorsque même au niveau, on évolue à un certain niveau où le procureur a quand même requis un certain nombre de mois contre vous, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose d'une manière ou d'une autre qui ne va pas. Et à partir de ce moment-là, vous devez pouvoir penser, on devrait se ressaisir, on devrait se prendre un peu plus sérieux pour se dire, bon d'accord, comment je me prépare, comment je prépare ma défense. Mais on ne se met pas encore. On ne saisit pas encore, on ne se met pas encore en vedette sur les réseaux sociaux, on ne montre pas quand même que bon, en dépit de tout, hein, c'est comme certains le disent souvent, le chien aboie et la caravane passe, c'est passé. Et donc c'est pourquoi je dis que je prends ça avec, il faut qu'on prenne cette question avec toute la gravité qu'il faut et souhaiter que, bien que les gens jugent toujours de la présomption d'innocence, quand même que la justice soit dite et que dans cette affaire, qu'on puisse de toute façon, nous avons une justice capable. Hein. Oui, vous avez... Oui, je voudrais quand même qu'on recentre un peu le débat. Moi, je ne voudrais pas que ce soit des querelles de personnes. Mon problème, Calavi, c'est par rapport à la sécurisation. Non, mais il n'y a pas que Calavi, il y a oui. Non, aujourd'hui, quand même, Calavi est dans le regard. Non, quand on parle du foncier, aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes Calavi, on vous colle quelque chose au doigt, on vous dit tout simplement que
Ah, c'est à Calavi qu'on vend les parcelles et on revend. Malheureusement, Vous savez, malheureusement, c'est la vérité. Oui, alors, on dit, c'est une vérité. C'est une vérité. Il faudrait quand même c'est de l'eau sale, de l'eau qu'on met sur le dos des gens. Donc aujourd'hui, je salue la clairvoyance du procureur de la République. Le procureur ne fait que son travail. Oui, il fait son travail, mais, ça a existé. Je le félicite correctement parce qu'il y a eu des procureurs avant lui. Aujourd'hui, le point du foncier est en train d'être totalement résolu à Calavi grâce à ce dernier. Moi, je dis tout simplement, je dis, c'est la sécurisation. Vous voyez un peu, aujourd'hui, on a des investisseurs qui veulent dépenser, qui veulent instaurer, qui veulent construire des usines. Calavi aujourd'hui regorge assez de terres, que ce soit des investisseurs nationaux ou internationaux. Et qu'on vienne par exemple que des individus s'accaparent certaines parcelles. Moi, je ne veux pas appeler de nom. Moi, je me félicite du fait que c'est Info Matin qui l'a dit. C'est beaucoup propre à Calavi, malheureusement. Parce que le chef de l'État, au passage, à Calavi, a relevé son insatisfaction par rapport à ce dossier. Alors, on va découvrir rapidement le sujet de Arnaud avant. Oui, j'aimerais quand même dire à mon ami, ce n'est pas une querelle de personne. Oui. La question du foncier, ce n'est pas que Calavi. C'est carrément tout. C'est beaucoup plus Calavi quand même. Aujourd'hui, tout le Bénin est Calavi. C'est dans presque toutes les communes. Cher ami, aujourd'hui, c'est l'actualité. On parle exclusivement de Calavi. Sinon, la question foncière, c'est une question d'envergure nationale. Nous le savons. Donc ce n'est pas une question d'individu, mais je dis que lorsque nous suivons ce que nous suivons à Calavi actuellement, il ne faut pas que des gens continuent de narguer l'opinion publique à travers les réseaux sociaux. C'est ça, c'est sur ça que Non, moi, sur ce plan. Et par rapport à mon sujet, allez-y. Mon sujet, c'est relatif au concours. À l'annulation du concours des auditeurs de justice. On ne peut pas faire cette émission sans aborder ce sujet-là. Et je trouve que il y a beaucoup. C'est vrai qu'on a annulé le concours, mais pour moi, ça nous connaît reviendra, mais c'est mon sujet. D'accord. Alors, Georges Anangonou, on va aller dans le développement de votre sujet. Voilà, moi je parlais de la réouverture de frontières avec le Nigeria. Mais déjà sur les réseaux sociaux, hier encore, on disait ça a été refermé, ça sera rouvert en janvier, parce qu'on a dit que bon voilà, et il y avait l'euphorie qui a suivi la décision de la présidence du Nigeria et qu'on est allé très vite parce que dans des situations comme ça, il faut des tests, il faut des décisions mais écrites de la part des autorités avant d'agir. Mais ce que je voudrais dire, puisque nous sommes là, entre gens de la presse, il faut qu'on s'éduque un peu. Il faut qu'on s'éduque un peu parce que entre deux pays, c'est une question de diplomatie. Et la diplomatie ne fait pas du bruit. Moi, je me rappelle, dans sa tournée, quelque part, le chef de l'État a dit les frontières avec le Nigeria seront certainement ouvertes bientôt. D'accord? Cela veut dire que le travail a été fait diplomatiquement, en sourdine, et qu'on ne peut pas dire aujourd'hui. C'est pourquoi moi je suis choqué quand je vois des gens qui titrent dans les journaux le Nigeria a capitulé ou bien Buhari a capitulé. Nous sommes en démocratie, nous sommes en diplomatie et il y a des choses qu'on ne dit pas. Et quand c'est pas parce que nous sommes de la presse ou bien que nous avons la plume facile que nous allons écrire certaines choses. Il faut éviter cela. Il faut éviter de frustrer le voisin. Et quel voisin encore? Je sais que notre diplomatie a travaillé pendant longtemps. Tout le temps d'ailleurs sur ce dossier-là, parce que vous ne pouvez pas avoir deux positions, deux populations confondues, normalement, être séparées un jour et rester tranquille. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons savoir comment aborder les problèmes. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi qu'on écrive dans notre presse que le voisin nigérien a capitulé? Je pense que ça ne sert à rien. C'est inutile et ça peut même nuisant pour la diplomatie de notre pays. Et moi, je pense que passer cela, pour l'impact sur la population, on a pu à démontrer cela. Que ce soit de notre côté ou du côté du Nigeria. Et moi, je le dis souvent, rappelez-vous les débuts qu'on disait que à Ifanyi, au niveau des frontières, que les Nigériens faisaient incursion chez nous, militaires, pour vider des magasins de riz. Ça veut dire que eux aussi, ils en souffraient, l'économie en a souffert, mais c'est aussi du droit du Nigeria de dire je veux sécuriser mes frontières, je veux lutter contre certains éléments et par rapport à ça, je voudrais, en attendant qu'on arrête les échanges. Je pense que c'est
c'est aussi de la responsabilité du Bénin. Pas le Bénin seul, les pays de la CEDEAO qui en ont parlé pour dire que par rapport au protocole de libre-échange et de libre circulation des biens, il faut pas faire ça. Mais bon, le Nigeria avait ses raisons et ça a duré jusqu'aujourd'hui. Et l'euphorie qui a été remarquée au niveau de la frontière montrait que les gens étaient impatients, ils étaient pressés de voir que ce problème soit résolu. Et si c'est ça, moi je continue de féliciter la diplomatie béninoise et je continue de féliciter le fait que il y a eu la résilience de notre économie, un problème est arrivé et que l'État a pris la disposition pour juguler cela. Je pense que ça aussi c'était important. Quand la difficulté n'arrive pas, vous ne pouvez pas savoir quelles sont vos réelles capacités. Mais c'est quand vous êtes en situation de difficulté que vous devenez ingénieux, que vous devez vous développer des attitudes pour dépasser cela. Moi, je pense qu'on pourrait faire économie de ça, ne pas se jeter là-dessus comme on veut. Et il faut rappeler également que cette ouverture de cette décision du Nigeria n'incombe pas que le Bénin, c'est tous les pays, voilà, quatre frontières qui sont autour de ce pays. Alors, Christophe Agon, votre appréciation? Je vais aller un peu contre les doyens et je vous dis, c'est-à-dire, on parle de libre-échange. Et le Nigeria se lève un matin, ferme ses frontières pendant 16 mois. Rappelez-vous, au lendemain de la fermeture des frontières, l'État béninois est allé vers le Nigeria. Aujourd'hui, beaucoup de Béninois ont appris à vivre sans le Nigeria. C'est devenu notre culture. C'est pour cela, souffrez que les organes titrent ce qu'ils veulent. Souffrez. Ça, je suis très sincère. Parce qu'aujourd'hui, autant, vous avez dit quelque chose que j'ai relevé, c'est juste. Autant la population nigérienne elle-même, moi je connais beaucoup de Ibo qui sont devenus riches au Bénin ici grâce à leur pays. Parce qu'ils ont la facilité d'aller au Nigeria et de nous ramener les pièces détachées, ainsi de suite. Nous qui avons des voitures. Vous voyez. Donc, en fermant cette frontière, non seulement le Nigeria a fait du mal, quand il a fait du mal aux autres populations, mais le Nigeria a fait du mal aussi aux Nigériens eux-mêmes. Donc, souffrez qu'on titre, parce qu'à un moment donné, la fermeture de ces frontières, avec la fermeture de cette frontière, on avait cru que tout, il y aurait une spéculation. Mais, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Et aujourd'hui, le Bénin a pratiquement oublié. Sur le plan énergétique, c'était le Nigeria. Aujourd'hui, ça, voilà, je crois en ce que le président de la République a dit. Nous sommes de plus en plus indépendants sur le plan énergétique. Vous voyez un peu. Donc, quelque part, en fermant cette frontière, ça peut nous faire du bien. Ça peut nous pousser à être beaucoup plus indépendants. Et moi, je félicite le chef de l'État qui, à un moment donné, dit, bon, et si le Nigeria n'existait pas, nous allons vivre. Donc, souffrez que des canards parlent, disent même que Boari a capitulé, parce qu'à un moment donné, la diplomatie béninoise n'en a même plus fait cas. Donc ça, vous ne savez rien, vous n'en savez rien. Voilà. Maintenant, la diplomatie travaille ensemble. Et qu'on ferme le lendemain, vous voyez sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, vous voyez, le Nigeria s'amuse avec certains pays. Non, pardon. Nous ne sommes pas. Le Nigeria est un pays indépendant. Ouais, n'utilisez pas. Le Bénin aussi est un pays indépendant. Nous ne dépendons pas du Nigeria, doyen. Nous complétons. Voilà. Nous complétons. Il faudrait qu'on connaissez l'Union européenne. Vous connaissez l'Union européenne. Oui, allez-y. Lorsque Covid-19 est arrivé, l'Italie, l'Espagne, c'est des frontières qu'on ne fermait jamais. Mais des gens ont décidé de fermer leurs frontières. Parce que pour la sécurité interne. Voilà. Parce que malgré que nous soyons c'est une pandémie. Je vous parle. Malgré que nous soyons dans l'Union, dans un ensemble, chaque pays va garder sa souveraineté. D'accord? Tout ce que nous voulons, c'est le rapport de bon voisinage. C'est la diplomatie qui règne entre nous. Et c'est ça qui fait que, moi je le dis, et les confrères peuvent ne pas être d'accord. Je pense que des trucs qui ne sont pas utiles pour nous. Vous savez, on dit tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. À partir de ce moment-là, il faut savoir raison garder pour apprécier certaines choses. Alors, à nous est-ce que vous avez quelque chose à dire? Évidemment que je partage entièrement cette opinion-là pour dire que le Nigeria a capitulé. Je ne sais pas, je crois que les gens n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, et puis les gens n'ont aucune notion. Excusez du peu. Les gens ne maîtrisent peut-être pas ce qu'on appelle diplomatie. Là, nous ne peut-être pas ce qu'on appelle économie. Lorsque vous avez une puissance à côté de vous,
tel que le Nigeria, qui décide de protéger ton économie. Mais je dis que le reste, c'est des considérations politiques. Le Bénin, la frontière n'a pas seulement été fermée avec le Bénin, mais il y a eu d'autres États. Donc le reste, ce n'est que des considérations politiques. Et je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Je me refuse de rentrer dans ces considérations politiques. Je reste sur le fait que le Nigeria est une grande puissance. Et le Nigeria a dit, si le Bénin produit des biens, je suis d'accord que ces biens est assez à mon marché. Mais lorsqu'il y a eu des questions de réexploitation, et le Bénin sait qu'il y a eu des erreurs. Moi, j'ai eu la chance de suivre une conférence au niveau de la chambre d'industrie de la CCB, la chambre de commerce et industrie du Bénin, où en direct, on a reçu en visioconférence la dame qui représentait le Bénin au Nigeria. Elle dit, mais non, il faut que les notes également se corrigent. Vous importez, vous prenez par exemple du riz japonais, riz thaïlandais, que vous allez déporter sur le marché nigérien. Le Nigeria dit, non, si c'est du riz béninois, c'est le riz produit au Bénin par exemple, je suis d'accord que ces produits est assez, un libre accès à mon marché. Et à côté, nous avons un marché de 200 millions d'âmes à vivre. On ne peut pas avoir un tel marché à côté et techniquement dire que non, c'est rien du tout, le Nigeria, bon, on peut s'en passer, on peut vivre. Je vous en prie, il faut qu'on soit sérieux parfois. Je dis, lorsque nous faisons quand même, nous écrivons, parce que ce sont des hommes de médias, nous sommes appelés quand même à éduquer les gens. Et dire aussi que quelque part, nous avons une certaine responsabilité, quand même, une certaine culture générale de la chose, pour nous dire qu'on ne peut pas écrire certaines choses. Mais à chercher à résoudre cette crise-là. Mais c'est parce que justement, on en souffre. Mais vous dites que les choses ne passent pas, les choses changent. Même l'essence qui est dans l'information aujourd'hui est passée à 500 francs. Alors qu'avant ça, on était à un autre montant. Et comme ça, plusieurs opérateurs économiques qui nous suivent, qui en ont souffert. Les produits qui étaient déversés sur le Nigeria un peu plus facilement, ça a été très compliqué. Et c'est ça, vous oubliez. Les tomates sont restés sous les bras. Les tomates sont restés sous les bras. Ça, nous même nos parents qui sont au niveau des frontières. Moi, j'ai des parents de la frontière. Et vous avez vu, simplement l'euphorie qu'il y a eu, dès qu'on a annoncé qu'il y aura une ouverture, ça permet simplement de dire que des milliers de Béninois sont impactés par la fermeture de ces frontières. Ça, c'est de façon déjà au niveau des Béninois. C'est vrai que bon, en matière politique, il y a un discours qui se tient. L'économie béninoise est résiliente, machin. Je suis d'accord, c'est ça. Je dis d'abord que c'est du discours politique. Mais dans le fond, au-delà de ce que, bon, le Bénin n'est pas mort, encore que ce n'est pas la première fois qu'on ferme la frontière avec le Nigeria. C'est vrai que cette fois-ci, ça a duré un peu plus qu'avant, mais le Bénin a toujours existé en tant que pays. Mais je dis que des milliers de Béninois ont été impactés par cette fermeture-là. Et ces gens-là, ces opérateurs économiques, ces petits commerçants, ces familles ont retrouvé le sourire dès que la décision a été annoncée. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire simplement que, bon, ce n'est rien du tout. Encore que, vous imaginez aujourd'hui, nous sommes au Bénin 2020, nous sommes à un taux de croissance de 2%. Pourquoi? À cause des effets combinés de la fermeture de la frontière nigériane et du coronavirus, et de la pandémie du coronavirus. Alors, pourquoi ne pas prendre ces éléments en compte dans l'analyse économique en tant que média? Donc, on ne peut pas en tant que média dire que c'est rien du tout. Et le Bénin, avant l'arrivée du président Patrice Talon, on a eu également quelques difficultés. Oui. Et en ce moment, le taux de croissance on tourne autour de 3%. Et à l'arrivée de Patrice Talon en 2016, on a essayé de nous dire, mais non, on a tué l'économie, machin. Mais en ce moment, on avait eu quoi? On avait eu depuis avec le Nigeria, le Naira qui avait perdu sa valeur, les questions de frontières, mais surtout, on avait une crise interne, la question du coton, à cause de la guerre entre Patrice Talon et Boni Yahi, et tout cela combiné a agi sur la croissance. Donc, lorsque vous avez des facteurs, aujourd'hui, nous avons des facteurs beaucoup plus exogènes, c'est-à-dire le coronavirus et la fermeture des frontières. Mais avant, on avait non seulement le facteur exogène avec le Nigeria, mais on avait un facteur interne, on avait un facteur interne, c'est-à-dire la crise du coton, parce que vous vous rappelez à l'époque de Boni Yahi vers la fin du mandat, où on a même envoyé des ministres chercher des intrants un peu partout. On n'en a pas trouvé. On a dû même réquisitionner ou raisonner les trains de l'homme d'affaires qui était Patrice Talon à l'époque. Ça veut dire que le coton, le taux de production cotonnière a chuté totalement. Tout ça a eu un impact sur la croissance qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, le Bénin fait partie, donc, on est carrément devenu le premier en matière de production cotonnière. Et cela, donc, voilà, cela a également participé à ce que nous appelons aujourd'hui résilience en matière d'économie. Si nous n'avons pas fait, si le Bénin n'était pas aujourd'hui premier en termes de production cotonnière, et également d'autres éléments que nous avons eu, est-ce que nous sommes même à 2% de croissance? Nous allons passer à la récession. Mais la chance aujourd'hui que nous avons, malgré cette crise exogène que nous avons eue avec le Nigeria, malgré le coronavirus, le Bénin ne passe pas à la récession. Et donc, moi, quand on a annoncé l'ouverture de la frontière, j'étais tellement content parce que je me dis aujourd'hui, ça veut dire que le Bénin non seulement ne passe à la récession, mais la relance économique
prévu pour 2021 peut tenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bénin veut établir en 2021 sur un taux de croissance de 6, quoi, de 6 à 7%. Ça veut dire que si on a encore la reprise, l'ouverture de la frontière nigériane, ça veut dire qu'économiquement, on va reprendre vie, on va reprendre souffle en 2021. Ça veut dire qu'il faut que quand même tout au moins qu'on puisse savoir que c'est important et ne pas dire que c'est... Je voudrais poser la question de ça. Vous voyez, vous avez évoqué le problème du riz. C'est ça en réalité. Est-ce que ça, c'est ce seul sujet, ce seul fait suffit à un État de fermer la frontière? Il n'y a même pas évoqué ça. La contrebande, oui, voilà. La contrebande et de la circulation de la drogue. Et on peut reconnaître aussi que la plupart des gens qu'on arrive à arrêter à notre aéroport sont souvent des étrangers, particulièrement des Nigériens. Donc le Nigeria décide de régler le problème. Quelqu'un a dit, si le Nigeria ferme la frontière, ça permet aussi que les terroristes n'aient pas accès à notre pays. D'accord? Ils passent facilement de l'autre côté à notre... Donc, ça n'a pas fait que du mal. Mais surtout du bien. Pourquoi? Prendre des décisions. De nous éduquer aussi. Oui, prendre des décisions économiques, c'est ça que le régime a fait. Et c'est là que nous allons nous féliciter ce régime-là. Parce que malgré la fermeture de la frontière avec le Nigeria, notre budget a augmenté d'une année à une autre. On aurait pensé que le poids économique du Nigeria dans notre économie à nous allait faire que comme il craignait qu'on allait passer dans la récession. Mais le gouvernement a su réagir, a trouvé les solutions qu'il faut pour que nous puissions maintenir certains niveaux. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que pour ce budget 2021, le budget n'a pas été conçu en sachant que la mine d'or va arriver. C'est riche sur le gâteau, mais le budget a été conçu dans la situation où on était avec le Nigeria. Alors, si ça ouvre, c'est comme il le dit, nous allons progresser. Le voisin, quel qu'il soit, il ne faut pas le minimiser. Et nous, pas un voisin comme le Nigeria. Nous n'écrivons pas que pour nous. Nous n'écrivons pas que pour nous. Et donc, des gens nous suivent. Des gens à côté nous regardent. Je vous dis, allez dans d'autres pays, ces titres-là ne sont pas sortis. Nous écrivons surtout pour éduquer. On va continuer dans ce débat, quelques minutes. Moi, je voudrais quand même, à moindre chose, le Nigeria ferme ses frontières. Il faudrait quand même... Ne dites pas à non. Non. Écoutez, le Nigeria a toujours fermé sous le président Bolivie, sous le président Kérékou, le Nigeria a toujours des raisons. C'est de leur plein droit de prendre des décisions. C'est de leur plein droit de prendre des décisions liées à eux. Et moi, j'ai suivi. Si jamais nous retournons dans les mêmes travers, si on dit bon, ils ont capitulé et puis nous retournons dans les mêmes travers, nous relançons encore à nouveau dans la contrebande, le Nigeria risque de fermer parce que le Nigeria c'est un pays sérieux. Le Bénin n'est pas comme certains pays. Donc soyons sérieux. Si nous, mais ça va le faire. Là, vous dites que vous avez ce discours. Là, vous tenez ce discours. On va retomber dans les mêmes travers. La fermeture de frontières avec les Togolais. Vous êtes allé à Irakoji? Les gens n'arrivent plus à manger. D'accord? Et quand vous quitterez, vous parlez encore du Nigeria. Moi, j'ai des frères qui sont à Sémé, qui travaillent. Mais à un moment donné, ça va devenir invivable. De toute façon, c'est une décision. Si vous allez au nord, des champs de maïs sont souvent achetés par des Nigériens. C'est une décision qui réjouit les produits sont restés sous les bras. On salue la diplomatie de nos deux pays. C'est ça, ce qu'on dit. On salue la diplomatie de nos deux pays et que la bonne collaboration continue. De respecter les engagements de l'État béninois vis-à-vis du Nigeria. Il ne faut pas que parce qu'on a réouvert les frontières, il ne faut pas reprendre encore avec les vieilles habitudes et dire simplement que c'est une question politique. Et après, nous allons nous retrouver à planifier. Je crois que... Nous avons des Nigériens qui sont opérateurs. Oui, vous avez dit qu'il prospère chez nous, mais développe l'économie béninoise. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Que lorsqu'ils n'auront plus le temps, vous avez dit ils passent facilement de l'autre côté. Mais quand ils ne sont plus passés, les pièces sont coûteuses. Moi, je voulais acheter je voulais acheter le moteur d'un véhicule. D'accord? Avant, ça coûtait autour de 300 000. Mais j'ai appelé le fournisseur la dernière fois, il m'a dit, non, puisqu'on a fermé les frontières, ça fait 380 000. Voyez-vous ce que je lui dis? Donc, nous disons dans la presse, il faut le dire, les confrères peuvent être fâchés, il faut s'éduquer, il faut savoir que lorsqu'on veut écrire, on écrit au nom du pays et que certaines choses ne peuvent pas passer. Anno Doumaou, on va découvrir votre sujet. Bon, vous l'avez déjà énoncé, alors le développement.
Oui, vous savez qu'il y a eu l'organisation, ce concours, le concours, je ne sais pas si Ibrahim sera d'accord avec moi, mais on parle désormais des concours frauduleux. Non, concours frauduleux. De toute façon, le concours a été annulé. Et je suis resté un peu sur ma faim. Heureux que ce concours soit vite annulé. Sur ma faim, à cause de la sanction pédagogique. Juste là, personne n'est relevé de son poste. Alors que nous savons qu'il y a des gens qui ont été à l'origine. Les responsabilités n'ont pas encore été. Non, je vous en prie, au-delà de la question judiciaire, parce que bon, de toute façon, lorsque vous voyez les examens nationaux, par exemple, lorsque quelqu'un triche au cours d'un examen, bon, la personne est rapidement conduite. Et donc, ça, c'est des traditions. Mais au-delà de ça, lorsque vous incarnez, vous voulez presser la justice à faire. Lorsque vous incarnez, non la sanction politique, lorsque vous incarnez certaines ruptures. Et vous regardez comment le contexte dans lequel cela est intervenu. Le chef de l'État a fini une tournée. Il a dit le jour où il finissait la tournée, c'est le jour même que le concours a été organisé. Et vous finissez une tournée. Au cours de cette tournée-là, vous montrez que bon, c'est vous le Messie, c'est vous qui êtes Saint-Patrice, et c'est vous qui avez marqué la rupture avec ceci, cela. Il n'a pas et parlé vous finissez de tout ça. Non, mais c'est pas d'accord. Vous finissez cette tournée-là. C'est ce concours-là. Et avec récompense, on vous offre un tel concours. Non, je crois que le contexte même fait que le chef de l'État devait frapper très fort parce qu'il a sillonné une soixantaine de communes. On dit jamais plus on n'aura plus cela. Nous n'allons plus jamais reculer. Le Bénin a changé de cap. Il faut que les gens répondent désormais. Il faut finir tout ça. Et pour vous remercier, on vous offre un tel concours. Je crois que vous devez aller au-delà d'une question d'annulation qui n'est pas totalement pédagogique. Il faut que, au niveau en matière politique, il y ait des sanctions politiques pour que ça soit pédagogique. Que l'on puisse se dire véritablement jamais plus, on ne devrait pas revoir ça. Il faudrait d'abord qu'on sache les implications. Pour le moment, rien n'est encore défini. La justice a saisi de ce dossier. On sait ceux qui ont organisé le concours. Non? Mais vous savez, le jour même du lancement du concours, qu'est-ce qui s'est passé? On a choisi, le ministre était là, on a choisi, il y a 3 sujets à choisir. Et on a appelé un candidat à choisir le sujet qui va être, en tout cas sur lequel les gens vont composer. Le candidat a choisi le sujet numéro 1. Devant tout le monde, c'est-à-dire au vu aussi de tout le monde, le candidat choisit le sujet numéro 1. Et c'est quand on a pris maintenant le sujet, qu'on est allé maintenant multiplier les épreuves pour maintenant le centre de composition. Mais finalement, quel sujet est sorti? On a multiplié le sujet numéro 3, dont certains avaient des accords type. Comment? Dites-moi, par quel miracle on ramène des sujets dans un centre, on demande à un candidat de choisir au hasard, le candidat choisit le sujet numéro 1, qu'on a fait multiplier les épreuves, qu'on ramène dans la salle de composition, et que ce soit le sujet numéro 3, dont certains avaient déjà connaissance. C'est quand même curieux pour vous dire que la fois n'a même pas commencé. La fois n'a pas commencé. La fois n'a pas commencé au moment où on a découvert 2 personnes qui avaient corrigé, ou avaient la connaissance du sujet. Non. La faute a commencé depuis longtemps. Si la faute n'avait pas commencé depuis longtemps, on ne peut pas choisir devant tout le monde sur le numéro 1 et là finalement sur le numéro 3 qu'on conserve au candidat. Et il vous dit donc qu'à partir de ce moment où, même si c'était dans la salle, il y a eu ça, finalement, il faut que la sanction soit pédagogique. Dit simplement que bon, c'est un peu comme c'est l'image de l'affaire Carlos Adorano, où il y a plusieurs milliards, personne n'est sanctionné au plan politique. Politiquement, on n'a relevé personne. On dit que le petit, bon, il est en prison, et puis on prend quelques menus fouettés. Non, ce n'est pas sérieux. Je crois que, surtout après cette tournée du chef de l'État, que vous avez tous suivi, le discours sur le terrain, il faut qu'on soit véritablement pédagogique, que la sanction soit pédagogique. Ça, c'est mon point de vue. C'était mon sujet de ce sujet. Christophe Abon, votre appréciation, vos apports sur ce sujet? Effectivement, ça ne fait pas école. C'est fraude au niveau des concours. Moi, vous voyez, qu'on annule un concours, vous voyez le nombre de millions. Il y a des candidats pauvres, comme nous autres par exemple, qui étaient là. Peut-être c'est leur chance. Que vous êtes pauvres. Peut-être c'était leur chance de réussir à ce concours-là. Vous savez, aller à la fonction publique, c'est pas donné à n'importe qui. Et grâce à un individu, à cause d'un individu, pardon, on annule tout un concours qui peut peut-être faire le bonheur de certains qui ont leurs parents dans des hameaux au village. Ça, je suis totalement d'accord avec toi.
il faut sanctionner et sanctionner jusqu'à la dernière rigueur. Le dossier est pendant, ne soyons pas pressés. Hein, le dossier est pendant devant la justice. Et j'ai des raisons d'être pressé. Là-dessus, il est vraiment pendant. Je suis il est pendant devant la justice, c'est vrai. Tout comme moi, je suis aussi pressé. Parce que là, je dis, c'est grave. Et c'est pas un cas de. J'ai dit le corrigé type. Mais vous voyez pas que c'est très grave. Le corrigé type, je vous en prie. Le corrigé type. Là, il faut aller, je suis sûr. Hein, et je demande à notre ministre de la Justice, hein, je ne sais pas s'il est dedans ou pas, ainsi de suite, d'aller. C'est-à-dire que ce soit sur le plan judiciaire, qu'on aille jusqu'au bout, et même que l'État aussi prenne ses responsabilités pour que ça fasse école, pour qu'on n'organise plus de concours frauduleux. Mais c'est très grave. Des futurs magistrats qui subitement deviennent des tricheurs dans les salles. Mais c'est là, en réalité. Qu'est-ce que vous pensez? Je ne veux pas. Non, futur magistrat, même futur policier, même futur gendarme, quand il y a fraude, il y a fraude. D'accord? Et c'est des gens qui maîtrisent. C'est ce côté. Non, moi je reviens sur la personne même. C'est ce côté mauvais de l'homme, ça. C'est ceux qui ont une probité très élevée, qui, lorsqu'ils trouvent une facilité qui permet de contourner, refusent d'y aller. Voyez-vous? Mais l'homme, très souvent, a tendance à le penchant pour le côté facile et aller tricher, aller avoir avoir du penchant pour le côté facile, c'est avoir du penchant pour contourner ce que la société a arrêté comme règle. Il faut être clair là-dessus. Maintenant, et la fraude dans les examens ou dans les concours, c'est aussi vieux que les examens. C'est aussi vieux que le monde. Non, je viens. Continuer avec les fraudes. Toi, tu étais à nous, tu écrivais avant la route, tu continues pas d'écrire. Non, mais je dis, mais est-ce qu'il y a continuité dans la Je viens, on va se comprendre. Non, ce que je voudrais dire, je ne dis pas qu'il y a fraude et que c'est bien. Tout ce qu'il y a. Oui, non, mais je viens. Le président a pris radicalement une décision on nous avait habitué à une forme de sanction. Rappelez-vous, on a relevé des gens de leur fonction dans ce pays et qu'en d'autres situations, on a été obligé de les rétablir. Parce qu'entre-temps, on n'a pas bien fouillé. On n'a pas laissé la justice faire son travail à son rythme avant de prendre la décision. Dans ce gouvernement, il y a un ministre qui est revenu comme ça. Il a été, vous savez, hein, il a été relevé. Après... non, il faut laisser. Ça, c'est une appréciation politique. Il faut laisser le doyen aller au bout de son développement. On a oublié que dans les exemples. Mais c'est le chef du gouvernement qui forme son gouvernement. Et il y met qui il veut. Les renvoie quand il veut, il peut aussi les ramener quand il veut. Et la preuve, c'est que quand il fallait faire reddition de compte, c'est lui qui allait faire reddition de compte. Il n'a pas demandé au ministre de faire. Et c'est pourquoi moi, il dit, c'est lui qui est responsable devant nous. C'est le président de la République. Mais qui organise les concours? C'est l'administration publique. C'est l'administration publique. Et donc, s'il y a fraude, c'est dans l'administration publique. Mais tout ce qui a changé maintenant, je comprends, je sais le moment dont Arnaud parle, où lorsqu'on apprend ça le soir même, des gens sont enlevés. Mais est-ce que vous avez déjà pris le temps de bien étudier? Est-ce que le processus a été sérieux avant de prendre cette décision-là? Parfois, on prend et on jette là-dessus. Moi, j'ai foi en quelque chose. Hein. L'argent qui a disparu au trésor, les gens vont payer pour ça. C'est l'argent. Non, toi tu veux pas qu'il paye. Non, mais j'ai l'argent conviction. C'est l'argent du contribuable béninois. D'accord? C'est l'argent de l'État. Et moi, je suis contre le fait que parfois je suis jaloux de voir des gens avec qui on a étudié, qui parfois même n'ont pas été très assidus au cours, et que du jour au lendemain, parce qu'ils sont dans la même fonction, ils deviennent riches. Il faudrait qu'on puisse savoir. Vous savez, dans d'autres pays, votre richesse doit être en adéquation avec l'impôt que vous payez. Si votre richesse n'est pas en adéquation avec l'impôt que vous payez, eh bien, on va vous sanctionner. Pour dire ceci, pour dire que la sanction, je suis d'accord avec Arnaud, que la sanction plutôt. Qu'on puisse même demander à la justice d'accélérer les procédures parfois pour pouvoir calmer le peuple, pour pouvoir calmer les citoyens. Parce que une des plaies qui est partie avec le régime de feu, c'est cette histoire de concours frauduleux, cette histoire de mauvais concours passés. Comment est-ce que nous sommes dans la rupture et vous allez croire qu'il est de la volonté politique du chef de l'État que cet art continue. Je pense qu'aujourd'hui, lui aussi, il est aussi pressé que vous d'avoir la justice. Parce que en d'autres temps, ce n'est pas le procureur qui sort pour parler de ça. D'accord? Nous voulons commencer par faire les choses
comme ça se passe un peu partout. Vous savez, et même dans les grands pays, il y a un dossier qui est pendant. Il y a le dossier est pendant devant la justice et les victimes sont pressées pour dire mais pourquoi est-ce que celui-là on le voit encore circuler? C'est simplement parce que la justice se donne un temps pour faire un travail propre. Je compte, je pense. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, dans Calavi, si c'est la même justice qui accélère les choses, qui devient là aujourd'hui, pourquoi pensez-vous pas que pour un simple concours, qu'un individu s'est permis d'aller chercher le preuve, on ne va pas sanctionner, on va certainement sanctionner. Voilà. Moi, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Vous voyez, ce problème pour un d'éthique, d'abord. Moi, je prends même l'individu, cette dame-là. Vous voyez, on est auditeur de justice. Ensuite, on fait une formation, on va en stage, on prête serment, on devient magistrat. Dans cette prestation de serment, il faudrait quand même qu'on se dise quelle leçon peut-on tirer de cette personne-là qui a suivi ce jour, vous verrez, va prêter serment. Mais quelle leçon donner à nos descendants? Moi, c'est d'abord ça, la première question, par rapport à l'individu même qui a causé, qui a fait ce mal à ce pays. Ça fait un. Deuxième chose, vous voyez, lorsqu'il y a un concours, les sujets viennent pêle-mêle. D'accord? Et c'est l'administration, vous avez dit, il y a des responsables de l'administration qui sont quand même, et c'est à eux que le pouvoir est délégué pour faire des choix des sujets. D'abord, au-delà de la justice, comme il a dit, on peut relever, quitte à relever d'abord certaines de leurs fonctions, et le président de la République l'a fait, il a relevé ministre de ses fonctions, quitte à mener les enquêtes, et par la suite il a constaté quand même que si le ministre est revenu, je crois quand même que le président a compris quand même que voilà, il a compris quand même, on pouvait le faire, sauter tous les responsables d'abord, quitte à voir clair dans ce dossier-là. Le côté judiciaire va continuer parce que vous savez, il y a trop de dossiers. Et si après on te saute que la justice trouve avec que au fait tu n'es pas en faute, on te remet. C'est ça qui n'est pas bon. Parce qu'en temps vous auriez agi sur la carte. Mais écoutez, moi je donne ma tête à couper, que tout soit totalement innocent. Que tout soit fait. Chers amis, monsieur Chola, que tout soit fait selon les règles de la justice. Chacun sera. Non, des têtes doivent normalement tomber. Pour finir cette émission, on a parlé entre autres de la gestion du foncier à Calavi, au Bénin, en particulier. On a également évoqué le concours, le cas du concours frauduleux également, à la réouverture des frontières nigérianes. Anago, non, on ne va pas commencer par vous. On a déjà convenu que c'est vous qui parlez à la fin. Alors, Anno de Banou, votre mot de fin sur cette voie. Je crois que j'aurais des choses à dire ici en tout temps. La parole circulaire. Ça circule plus. Moi, je crois que je vais juste dire par rapport au concours frauduleux, il nous faut des sanctions pédagogiques. Constituer les responsabilités. Constitue vite les responsabilités et qu'il y ait des sanctions pédagogiques. Annuler le concours, de mon point de vue, c'est quelque chose, mais c'est un peu trop facile. Il faut aller au-delà. Lorsque on tient le discours que Patrice Talon tient aujourd'hui, lorsqu'on a sillonné toutes les communes du Bénin et qu'on a tenu ce discours-là, il faut aller au-delà d'une simple question d'annulation du concours. Il faut donner des sanctions pédagogiques. Et cette sanction pédagogique nous a manqué, nous a fait défaut, nous a manqué dans le dossier Carlos Adouano, où des milliards qui sont évaporés du trésor public. On n'a pas eu cette sanction pédagogique-là. Aujourd'hui, nous avons le concours frauduleux. On manque encore de cette sanction pédagogique-là. Ça devient, je ne sais pas, ça rentre, ça s'accumule. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien lorsque on a ce discours de Patrice Talon qui a traversé toutes les communes du Bénin et entendu par tous les Béninois. Il faut justement que nous ayons des sanctions dignes du nom, des sanctions pédagogiques. Et je vais m'arrêter là. Et je dirais également sur la question de la réouverture des frontières, je reviens là-dessus pour dire à nos commerçants, à nos opérateurs économiques, certes, il y aura réouverture, mais il faut suivre les consignes du gouvernement. Il faut suivre les consignes données par au niveau du ministère du Commerce, du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il faut respecter, il faut aider l'État à respecter ses engagements. Lorsque vous avez souffert
pendant 16 mois ou 17 mois. Et puis finalement, on vous dit, bon, revenez. Je crois qu'en principe, entre eux, entre les acteurs, ils peuvent se sensibiliser pour dire, faisons en sorte à écouter notre gouvernement, faisons en sorte à aider l'État à respecter ses engagements vis-à-vis du Nigeria. La question de discours politique, je ne suis pas dedans. Mais si vous rentrez dans ces discours politiques, vous revenez après, dès qu'il y aura encore une autre fermeture, encore ce n'était pas la première, dès qu'il y aura encore une autre fermeture, vous allez pleurnicher, vous avez vos camions qui vont stationner, vous aurez donc vos marchandises qui vont stationner, alors que finalement c'est vous qui êtes les gros perdants. Puis sur les politiques, ils vont changer, et ils se connaissent entre eux. Ils font la guerre devant le peuple et après ils se rassemblent, ils prennent du bon whisky, du bon vin, et pendant que vous êtes en train de vous chamailler sur le... Non, je crois qu'ils n'ont qu'à penser d'abord à leur intérêt et oublier les politiciens. Christophe Agon, votre mot de fin. Et je reviendrai toujours sur le point du foncier, parce que Info Matin a vu le mal venir. Nous avons dénoncé pratiquement cette histoire et les gens, nous avons reçu des coups de fil, des menaces, ainsi de suite. Moi, Info Matin est totalement heureux que ce dossier aboutisse, mais au-delà de ça, je demanderai tout simplement au pouvoir central de tout faire pour que, au niveau du foncier, dans toutes les communes, les 77 communes du Bénin, que ce soit désormais un sujet tabou, que les réserves administratives servent vraiment à l'utilité servent d'utilité pour la commune, pour toutes les communes du Bénin et surtout pour Calavi où il y a assez de compris, voilà. Christophe Agon, merci. Georges Anagonou, enfin, votre mot de fin. Mon mot de fin, je parlerai du concours, comme par hasard. C'est que c'est la vie de milliers de populations. C'est ceux qui passent ce concours-là, c'est des gens qui ont déjà fini leur étude, qui sont en train de chômer à la maison, qui ont des difficultés. Et lorsqu'ils ont appris à annoncer le concours, ils ont préparé, dans la majorité des cas, ils ont préparé correctement leur truc et sereinement que pour 2 ou 3 individus qu'on arrive à annuler, parce que la sanction finalement a frappé tout le monde, ça n'a pas frappé que les fautifs, ça a frappé tous ceux qui sont allés au concours, et je suis sûr que c'est la peur dans l'âme que le chef de l'État aurait décidé. Lui, il a pensé que c'est la première décision qu'il faut prendre, parce que il y a celles qu'on a arrêtées. Il y a peut-être certainement ceux qu'on n'a pas arrêtés qui sont aussi nombreux dans la salle. Donc, pour les quitter, on a été obligé de faire cela. Mais je voudrais dire avec mes amis du plateau que c'est vrai. Il faut prendre des décisions à dire. Il y a un ministre, il y a des directeurs qui ont organisé ce concours-là. On devait aussi sentir à leur niveau que vous devez être responsable de ceux qui sont autour de vous. Et lorsqu'ils font des erreurs, c'est pour ça que vous faites le chef. C'est pour ça que vous faites le patron. Donc, vous endossez. Donc, quand ils font des erreurs, il faut les sanctionner, il faut les punir, parce que les pauvres, ils ont appris pour aller passer leur concours, et aujourd'hui, on aura annulé ça. Des gens ont pris taxi depuis Comé, alors que des gens même se sont réveillés tôt pour marcher. De Comé, il a marché jusqu'à Gadomé, pour que l'argent puisse suffire pour qu'ils prennent taxi. Des éditorialistes ce dimanche 20 décembre 2020. Stop et fin, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous allez suivre juste après nous le bulletin de l'information, et toute l'équipe de Dimanche C'est Politique se regroupe pour le débrief.